La pandémie, la vie comme écriture et la technologie. Un virus est venu, il a introduit un grand désordre dans notre vie et dans notre monde, mais le virus ne survient pas comme un mal extérieur à la pureté de la vie et du monde. La pandémie nous a montré cependant que le monde est si fragile. Le coronavirus vient comme destruction, mais il vient aussi comme question assez longue sur l'homme et sur le monde, sur la société, le capitalisme, les institutions politiques, les systèmes de santé, sur les inégalités et les injustices sociales, l'avenir des sociétés et de l'humanité, sur l'intelligence artificielle, sur la solitude, la fragilité de l'homme, notre finitude, le vivant et le non-vivant, etc. Beaucoup de questions viennent et reviennent alors avec le coronavirus. La question du coronavirus est aussi la question de l'avenir. Nous essayons de comprendre le sens de cette pandémie et ses effets. Et nous posons des questions. Comme nous le savons, Derrida souligne que la déconstruction n'est pas seulement à l'œuvre dans la philosophie, mais aussi dans l'histoire en général. Nous pouvons nous demander alors si ces questions sont en même temps les résultats de la déconstruction virale de notre corps et de notre monde. 1. Le moi vivant comme écriture. Le vivant n'a pas de protection absolue contre le danger. Une telle protection absolue serait supprimer la possibilité de différenciation et fermer sur soi-même comme la mort. Avec et malgré tout son pouvoir d'extériorisation, avec et malgré sa souveraineté et sa domination sur le monde, la vie humaine est pharmacographique. Le terme de pharmacon désigne en grec ancien à la fois le remède et le poison. Ce mot pharmacon nous permet de penser ensemble les deux aspects, le maléfique et l'autre thérapeutique. Dans sa lecture de Platon, Jacques Derrida nous montre que l'écriture en tant que technique est le pharmacon. Nous pouvons dire que la vie en général est pharmacologique, ou je préférais dire pharmacographique. Les technographies de la vie sont toujours pharmacosupplémentaires. Je continue à parler avec et à partir de Derrida. La vie n'est pas une présence absolue, mais une ouverture à l'autre. Il s'agit d'une technicité selon laquelle le vivant comme écriture est une ouverture à l'autre. Et l'autre pourrait être un virus aussi. Le vivant vit en se différant par les suppléances, par l'hypothèse. En désirant garder le même, il est obligé de recevoir l'autre dedans. La vie est exposée au supplément pharmacographique. Dans son ouverture destinée à l'autre, le moi vivant est une écriture pharmacosupplémentaire. Il n'y a jamais de vie sans médiation. La différence ouvre la vie comme médiation. Cela ne peut pas être pensé sans différence. Le résultat en ce serait que la vie n'est pas présente. La vie ne peut pas être pensée sous la forme de la présence. Elle ne se laisse pas concevoir comme la présence à soi, mais comme une sortie de soi, sans cesse, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il faudrait dire que la vie n'est la vie qu'à travers des médiations. L'écriture s'écrit à travers et comme les champs supplémentaires. Cela implique que le vivant, comme écriture différentielle, s'écrit à travers les inscriptions déjà instituées. Ce serait la vie d'un vivant singulier, l'écriture dans l'écriture. La médiation est ce qui à la fois menace et rend possible le vivant. En tant que modèle de l'auto-affection, le cercle autonome absolu qui retourne sur soi-même sans affection extérieure est un mirage. Quand on parle de la vie, on parle toujours des inscriptions supplémentaires. Au-delà de la dualité vie et mort, la vie n'est que la survie. Mais les inscriptions comme les vies ne sont pas absolues. Elles sont toujours déconstructibles.
Si elle n'est pas la présence à soi, mais la différence, la vie reste toujours ouverte aux nouvelles médiations, mais à la destruction aussi. Nous avons dit que ce serait la vie d'un vivant singulier, l'écriture dans l'écriture. La vie humaine est alors une écriture. Maintenant, concernant le virus, je cite Jacques Derrida directement. Le virus est en partie un parasite qui détruit, qui introduit le désordre dans la communication, même du point de vue biologique. C'est ce qui se passe avec un virus. Il fait dérailler un mécanisme de type communicationnel, son codage et son décodage. De notre côté, c'est quelque chose qui n'est ni vivant ni non vivant. Fin de citation. Mais il parle du virus comme parasite, je cite. Parasite interrompant l'écriture, l'inscription, et le codage et décodage de l'inscription. Fin de citation. Cette citation vient de Les arts de l'espace, entretien avec Peter Burnett et David Wills. Donc le virus interrompt l'écriture du corps humain. Il introduit le désordre dans le mécanisme de littérabilité, dans le mécanisme de littération. Et cette intervention du virus serait possible à partir de ça. Le corps humain, comme écriture, est destructible, décomposable, déconstructible, et il est ouvert à l'autre. Il peut recevoir à la fois le bien et le mal. Il peut devenir à la fois le bien et le mal. Le virus vient du dehors, d'accord, mais il vient à l'affectabilité du corps. Ce que nous avons appris de l'œuvre de Derrida, le mal ne survient pas à la pureté du corps. Le corps est toujours déjà destructible. Au-delà de l'opposition entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur, est-ce que le corps n'est-il pas le co-responsable de la maladie? On pourrait penser la possibilité de la maladie, notre fragilité et notre finitude avec le pharmacon qui est un autre nom pour la logique de l'auto-immunitaire. 2. L'humanité menacée. Notre corps est fragile. D'une part, c'est sûr que les conditions des hommes ne sont pas égales contre la menace de pandémie. Il s'agit de différents aspects des inégalités et des clivages sociaux. Il faudrait parler sans doute de pauvreté et des gens qui n'ont pas accès aux services de santé dans les différents pays du monde. Mais d'autre part, il s'agit d'une pandémie, donc une épidémie à l'échelle mondiale. Dans un autre plan, cela veut dire que le virus ne menace pas seulement une certaine région du monde, mais le monde entier. Donc il ne menace pas les gens d'une certaine région du pays, mais potentiellement tous les hommes. Donc à la différence avec une épidémie régionale, au lieu d'une image des gens menacés, au lieu d'une image des gens menacés, nous sommes devant une image de l'humanité menacée. Il s'agit d'une notion de l'humanité à partir de notre fragilité et finitude commune aperçue en simultanéité ou avec un petit intervalle de temps. Oui, il s'agit d'une notion de l'homme menacé et de l'humanité menacée. Une image de l'humanité réunie autour d'une idée. Survivre. Mais étant donné que le virus se transmet à l'homme par l'homme, ou par l'intermédiaire d'objets contaminés par l'homme, il faut ajouter alors à cette image de l'humanité, et il faut dire, l'humanité menacée par l'humanité contaminée par le virus. Chacun devient le risque pour l'autre. Donc les gens se comportent sous ces conditions comme si homo homini virus. Même si l'idée de l'humanité menacée rappelle une image du rassemblement, en réalité il s'agit d'une humanité dispersée parce qu'il faut se tenir à distance. 3. Les télétechnologies. On comprend la nécessité de la distance et du confinement. Le toucher, le contact deviennent impossibles. La présence étant supprimée, la téléprésence reste une sorte de contact sans risque. On peut se contacter
juste dans une distance grâce aux télétechnologies. Nous parlons de confinement, nous sommes chez nous, mais il y a une ouverture, et l'autre est chez nous grâce aux télétechnologies comme la radio, le téléphone mobile, la télévision, l'Internet, ce que nous appelons médias en général. Nous pouvons comprendre le grandeur de cette ouverture à partir d'une simple supposition, pour pouvoir penser à un autre confinement, un confinement plus dur. Il suffirait d'imaginer qu'un virus informatique soit aussi à l'œuvre, un autre virus affectant les réseaux numériques et les logiciels. C'est horrible de penser ça, deux virus en même temps. Alors, nous savons qu'en fait, il y a des grands trous dans notre isolation chez nous est assez poreux. Mais l'autre serait toujours là. Il suffit de penser l'imagination. L'imagination est le pouvoir de la téléprésence. Je voudrais noter encore une fois, c'est sûr que ces considérations ne courent pas le monde entier parce que les gens de différentes situations socio-économiques ou de différentes régions du monde ne se situent pas dans les mêmes conditions de confinement malgré tout. Les télétechnologies ne fournissent pas seulement la possibilité d'un certain contact entre les gens. Ils font partie de l'expérience du confinement. Ils déterminent la manière de vivre en confinement. Le confinement est une privation, mais malgré la distance, nous sommes dans l'abondance de contacts. Twitter, Instagram, Facebook, les messages, les vidéos, les actualités, les musées, les pièces de théâtre, les concerts, les cours en ligne, etc. Donc, quel type de confinement il s'agit? D'un côté, nous sommes confinés, nous sommes isolés, mais d'autre côté, nous sommes en contact grâce aux télétechnologies. Notre corps pourrait contaminer ou pourrait être contaminé, donc nous nous protégeons en restant assez loin chez nous, mais nous sommes encore en contact avec les autres d'une manière téléprésente. Et sans doute, en fait, la présence corporelle est toujours déjà une téléprésence. La télétechnique est à l'œuvre aussi dans la présence corporelle. Et en fait, la possibilité de la relation est déjà constituée par cet écart, par la distance. Mais il y a des grandes différences malgré tout entre les modalités du contact et de toucher. Avec la pandémie et le confinement, il s'agit tout d'abord d'un changement rapide et rigide dans notre vie déjà assez hybride entre la présence corporelle et la présence télétechnologique. Je veux souligner aussi que les télétechnologies ont un certain effet sur le sens, l'expérience et l'existence de la pandémie. Les télétechnologies ont un certain effet sur le sens, l'expérience et l'existence de la pandémie. On peut parler encore sur le confinement local et les télétechnologies, mais il faudrait penser aussi du confinement temporel. Parce que comme le souligne Jean-Luc Nancy, je cite de la conversation récente parue dans la revue Marianne. Le confinement local n'est pas grand-chose comparé à ce confinement temporel. Désormais, l'avenir devient clairement incertain et obscur. Et il ajoute, nous avions oublié que c'est son essence. La fin de citation. Et je voudrais dire que cette indécidabilité de l'avenir, c'est incalculable, est en même temps une chance, une possibilité.